Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Cet été, j'avais envie d'aller découvrir les femmes et mères qui se cachent derrière nos marques préférées sur Instagram, les miennes en tout cas. Alors toutes les 2 semaines, parce que l'appel de la plage est trop fort pour continuer toutes les semaines, ou alors parce que tu bosses, ça marche aussi, tu entendras une de ces mères qui ont monté leur marque ou leur concept et qui ont su se faire une place sur Instagram et un peu dans nos cœurs quand même. Aujourd'hui, pour ce 2e épisode, c'est Betty, la créatrice du Petit Gigoteur, qui a accepté de répondre à mes questions. Quand Betty rencontre son homme, tout va très vite. Installation, premier achat, le bébé aussi, puisqu'ils ont la chance de ne pas du tout attendre avant de découvrir un test positif. C'est le début d'une grossesse parfaite où Betty se renseigne beaucoup et découvre l'Instagram parentalité, ses codes et ses marques. C'est après un accouchement en demi-teinte à cause d'un gynéco violent et un postpartum difficile physiquement que Betty trouve l'idée du Petit Gigoteur. Mais je n'en dis pas plus et je la laisse vous raconter son histoire. Salut Betty, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette mini-série, ma première mini-série de l'été. Salut Manon, merci à toi de m'accueillir, ça fait très très plaisir. Avec grand plaisir aussi. Alors dis-moi, première question que je pose à tout le monde, qui es-tu et d'où viens-tu ? Alors, je m'appelle Betty, j'ai 26 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, bientôt 3. Je suis née à Montpellier et je suis toujours à peu près restée dans la région. Donc maintenant, je suis dans le Gard, dans ma petite maison dans la campagne. Et voilà. C'est chouette, la campagne. Moi, j'aime bien aussi. Oui, on y est bien. Comment est-ce que tu as rencontré ton homme ? J'étais serveuse. J'étais serveuse dans un bar à Montpellier et il était client. Voilà, c'était un bar qui était géré par son meilleur ami. Du coup, il venait tous les jours et voilà, de fil en aiguille, on s'est rencontrés comme ça. Ah oui, chouette. Très très vite. Ah oui ? Oui, on s'est rencontrés peut-être 4 mois après. On s'était installés ensemble. Ah oui, effectivement. Bon, je dirais rien, j'ai fait pareil, mais je comprends. Effectivement, 2 ans après, dans la moyenne, on a acheté la maison. Ah ouais. Voilà, 3 ans après, on a fait l'enfant. Voilà, on n'a pas chômé, hein. Et ben justement, ce sujet des enfants, c'est pour toi, t'as toujours voulu être maman ou c'est venu plus tard ? Moi, j'ai toujours voulu être maman. Le hasard a fait que ma grand-mère a eu ma mère à 24 ans, ma mère m'a eu à 24 ans et j'ai eu mon fils à 24 ans. Trop drôle. C'était vraiment un complet hasard puisque moi, donc, quand j'ai rencontré mon chéri, je sortais déjà d'une longue relation, j'étais pas du tout dans l'idée de me remettre en couple, voilà. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait tout naturellement. Après, on a 9 ans d'écart avec mon conjoint. Donc ça fait que lui, il avait déjà une grosse envie bébé au moment où on s'est rencontrés. Donc on a un petit peu inversé les rôles clichés. C'est plutôt le papa qui réclamait d'avoir un enfant plutôt que moi. Et puis un jour, voilà, c'est venu comme ça. J'ai eu un déclic, une envie pressante. Je veux un bébé maintenant. Et, ah oui, ça a fait on-off. Voilà, exactement. Ah, c'est marrant ça. Tu saurais décrire, enfin, tu saurais d'où ça vient ou de quoi c'est parti, ou c'est juste tu t'es réveillé un matin, je veux un bébé ? Bah, ça faisait quand même 2-3 ans qu'il me disait bébé, j'aimerais bien. Enfin, depuis qu'on s'est rencontrés en fait. Et puis moi, j'étais pas prête. Mais je ne saurais pas vraiment expliquer. C'était quelque chose de vraiment inné, en fait, presque animal. Du jour au lendemain, je me suis dit, tiens, c'est le moment. Et puis, premier essai, on a eu de la chance. Waouh! Et t'es là, quoi. Génial! Ouais. Je trouve ça assez fou, ce désir d'enfant, de savoir d'où il vient. C'est hyper propre à chacun. Et puis, ce sentiment qui peut être effectivement très viscéral, très animal. Je trouve ça assez incroyable. Mais de toute façon, moi, je trouve la psyché humaine et le corps humain assez incroyable. Ah, ça, c'est surtout clair. Dans la maternité.
Et donc, vous faites un one-shot, donc ça, c'est cool. Ouais. Et la grossesse, elle se passe bien? La grossesse se passe super bien, du début à la fin. Moi, quand j'étais petite, je disais que plus tard, je voudrais adopter un enfant parce que j'avais une trouille monstre de l'accouchement Ah oui? et même de porter un bébé. Et en fait, du moment où je suis tombée enceinte, zéro crainte. J'ai jamais eu peur de l'accouchement, bizarrement. Et j'ai vécu une grossesse un peu rêvée dans le sens où j'ai eu aucun souci de santé ou même de contraintes. J'ai pas eu de vomissements, j'ai vraiment vécu cette grossesse de façon très très épanouie. Donc Génial. sur ça, j'ai eu énormément de chance aussi. J'avoue qu'on a vraiment eu un parcours tout lisse de ce côté-là. Donc voilà, T'as aimé ça? toute Parce que des attente. fois, on peut avoir une grossesse géniale, mais pas forcément aimer ça, donc... Tout à fait. J'ai adoré. J'ai adoré Ouais. être enceinte, même l'expérience de l'accouchement et tout. Je trouve ça tellement incroyable ce que le corps féminin est capable de créer, de développer dans son corps, les premières sensations quand bébé bouge, et puis même l'accouchement, c'est quand même un moment magique, bien que intense. Oui, ça c'est clair. Mais Toi, tu t'étais renseignée sur tout ça, l'accouchement en particulier, ou t'as juste fait la préparation classique, entre guillemets bah, ce qui est assez étrange, c'est que même avant d'avoir une envie bébé, avant même d'être enceinte, par exemple, j'adorais le matin regarder la maison des maternelles, tu vois. Je Ah sais ouais? pas pourquoi, alors que j'étais pas du tout dans une optique bébé, mais je sais pas, je trouvais ça super intéressant, la parentalité, etc. C'est un sujet qui te Euh, bottait bien, quoi. Complètement. Et après, quand je suis tombée enceinte, effectivement, je me suis énormément renseignée. J'ai adoré. Je suis allée à des espèces, à des événements sur la parentalité positive. Je me suis beaucoup renseignée aussi sur les différentes façons d'accompagner son enfant. Après, voilà, il y a ce qu'on apprend avant la grossesse et puis après, on a un enfant. Donc, ça change un peu tout. C'est Ça clair. bouscule un petit peu les codes, mais non, je trouve ça super intéressant. C'est un sujet qui est tellement vaste en fait, la parentalité et puis même la Ah ouais, c'est puériculture clair. en général. Enfin, c'est vraiment un monde, hein. T'étais sur les réseaux à ce moment-là, dans la sphère parentalité des réseaux? Ou c'est juste tu t'étais renseignée, mais en dehors des réseaux sociaux? Je dirais que quand je suis tombée enceinte, c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé un petit peu à découvrir Instagram, un réseau que je connaissais vraiment pas à la base. Et oui, j'ai vraiment construit aussi tout mon fil Instagram vraiment autour de la parentalité. Je suivais vraiment des mamans, des entreprises liées à la puriculture Ouais. Ah ouais. oui, ça a été un vrai sujet bossé à fond Ah oui, dès le carrément. début, Bah, en je me suis fait. passionnée de ça en fait, hein, vraiment. Mm. Et du coup, t'avais prévu quoi pour ton accouchement? Enfin, non, prévu quoi? Je t'ai pas Mm. posé la question comme ça. C'était quoi tes souhaits plutôt pour l'accouchement? Alors, j'étais pleine de bonnes intentions au tout début de ma grossesse, genre pourquoi pas tenter l'accouchement naturel, enfin sans péridurale, etc. Et puis finalement, je me suis dit bon, bah la péridurale existe, pourquoi pas. C'est- Ça Voilà, a du l'air pas coup, mal comme invention. c'est ça. Du coup, non, moi j'ai vraiment voulu suivre quelque chose de très classique. Après, j'ai choisi une clinique dans un petit village non loin de chez moi, qui est vraiment une toute petite clinique. Je crois il y a 300 naissances par an. Ah oui. Donc sur ça, j'ai adoré mon choix puisque effectivement c'était quelque chose de très intime. On connaissait bien l'équipe, on reconnaissait les sages-femmes tous les jours pendant les 3 jours de séjour à la maternité. Mais non, effectivement, j'ai favorisé plutôt la péridurale. Après, je me disais si j'arrive à tenir, je tiens, il n'y a pas de souci. Ouais, Disons que je tenais pas au forcément feeling. voilà, au feeling, complètement. Ouais. Mm. T'as été suivie en libéral ou tout à la clinique? Moi, je me suis fait suivre en libéral par une sage-femme. Parce que justement, dans mes délires de me renseigner à mort sur, sur tout ce qui concerne la maternité, etc., j'avais vu souvent des gens qui disaient que effectivement le suivi par une sage-femme est quand même beaucoup plus intime et beaucoup plus humanisé qu'avec un gynécologue. Ce que j'ai Ouais. fait du coup, sans regret. Voilà. J'imagine que not all gynécologues,
Mais oui, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même, ça revient quand même très souvent. Et alors, comment il s'est passé cet accouchement? Comment il s'est déclenché? Comment? Eh bien, il s'est déclenché 3 semaines en avance. Oh! Je ne m'y attendais pas du tout. J'ai eu un rendez-vous le matin même justement chez le gynécologue parce qu'on doit quand même voir le gynécologue à la fin. Ah oui? Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à la clinique, que je devais voir le gynécologue de la clinique. D'accord. Avec qui j'ai eu une très très mauvaise expérience d'ailleurs, donc ça confirme aussi. Voilà. Donc je l'ai vu le matin même, qui m'a dit ah non, il est pas prêt d'arriver. Et puis il a fait 2-3 manipulations un peu douloureuses. Et le soir même, je ressens comme des contractions, mais j'étais pas vraiment sûre parce que finalement les contractions, on ne sait pas ce que c'est. Donc ça faisait vraiment comme des douleurs de règles. Et puis j'étais pas très bien, je savais pas trop. Et je laisse passer la soirée, puis à 2h du matin, ça me réveille. Je me dis, bon, quand même, je vais faire le classique médoc douche. Donc, je l'ai fait, puis ça a continué. Donc de là, j'ai appelé la maternité, qui est quand même du coup à 35 minutes de chez moi, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et donc, ils m'ont dit, bah, dans le doute, venez. Donc j'ai réveillé mon conjoint à 2h du matin, qui a été au taquet. Il s'est réveillé. Ok, il est où la valise de maternité? Non. Alors que moi j'étais toute calme, tu sais. Et j'imagine trop la scène. Ah mais complet. Ah non, il m'a fait halluciner. Le réveil, on aurait dit qu'il avait jamais dormi, quoi. Et donc on est allé à la maternité, donc examen de 2h du matin à 6h. Et puis à 6h, je leur demande, bon, bah, du coup, on fait quoi? On rentre à la maison? Ou, parce que ça s'était calmé, les contractions. Et ils disent, bah non, madame, vous allez accoucher ce soir. Ah d'accord. Ah oui? Bon. Bah très bien. Fantastique. Donc voilà. Tu t'avais fait un décollement de membrane? Exactement, sans rien me demander. À 3 semaines du terme. Waouh! Oh la vache! Ouais, donc c'est pour ça que incroyable. Je dis, alors autant tout s'est bien passé dans ma grossesse et mon accouchement, mais c'est vraiment juste le rapport au gynécologue qui a été très difficile en fait, surtout avec du recul, de se dire, mais en fait c'est mon corps. Et t'as pas manipulé mon corps sans rien me demander en fait. Donc, ouais, c'est ouais. C'est incroyable. Ouais. Et alors du coup, il vous garde et le travail il a duré longtemps? 27 heures. Ah, quand même. Voilà. Heureusement, donc, la péridurale, qui m'a permis de faire une bonne sieste. Je l'ai eu à... je sais pas exactement à combien j'étais d'ouverture, parce que du coup, ils m'ont... Donc, quand j'étais à 4, ils m'ont dit, ah ben, vous êtes à 4, si vous voulez, vous pouvez avoir la péridurale. Il était genre peut-être 15 heures. Je dis, ah oui, je veux bien. Et ils me disent, bon, bah, on a eu l'anesthésiste, il est disponible dans 1 heure, ça ira. Et là, tu calcules le nombre de contractions que tu devras avoir jusqu'au moment où tu auras la péridurale. Je dis, bah oui, de toute façon, j'ai pas vraiment le choix, quoi. Pas le choix, c'est clair. C'est ça, donc je l'ai eu 1 heure après, du coup, je sais pas du tout à quelle ouverture j'étais. Donc je l'ai eu vers 16h, quelque chose comme ça. Pour un accouchement à 23h19. Donc, tu as quand même fait... j'arrive pas à compter là, mais 23 moins 16... C'est ça, disons que les premières contractions douloureuses, elles ont été vers 2h du matin. Donc, j'ai tenu de 2h du matin à 16h, quelque chose comme ça. Mais c'était supportable. Après, je sais pas si c'est le corps humain. Je dis souvent qu'en fait, le corps, en tout cas de la femme, est bien fait parce qu'on oublie. Sinon, on referait pas d'enfant. Et parce que là, avec du recul, je sais que c'était supportable. Mon conjoint était là, il m'aidait beaucoup aussi dans mes contractions. Et puis j'arrivais à marcher, etc. Pour voilà. Ouais. Passer entre tout ça. Et surtout, j'ai eu énormément de chance parce que jusqu'à l'accouchement, mes contractions étaient toutes les 5 minutes et non pas toutes les 2 minutes. Ah oui, donc tu avais un peu de répit entre les deux. Exactement. J'ai jamais eu des contractions très très rapprochées en fait. Ouais, c'est plutôt cool. Moi, j'ai trouvé... moi, ça m'est arrivé, mais pour la toute fin, pour la pousser, ça a donné une scène assez drôle où tu pousses tout ce que tu peux et puis t'attends, tu te regardes dans le blanc des yeux et exactement, avec mon cher gynécologue d'amour, là, entre mes jambes. C'est lui qui t'a accouché? Malheureusement, oui. Ah ouais. Voilà, donc j'étais ravie. Tu m'étonnes. Il n'était pas du tout d'un grand soutien. Tu en as reparlé?
Au gynécologue, je l'ai Ah oui? jamais revu. Tu l'as jamais revu? Je ne le reverrai jamais, et même on est en train de voir avec d'autres amis à moi qui sont faites accoucher par lui pour peut-être écrire une petite lettre ou quelque chose quand même pour faire quelque chose, parce qu'en fait on peut pas laisser faire ça. C'est arrivé à d'autres de tes amis à toi? Oui. Pas forcément la même chose, ça n'a pas été un décollement des membranes, mais ça a été d'autres actes gynécologiques, d'autres violences. Parce que là, je pense qu'on peut parler de violence, de faire des manipulations sans consentement, c'est complètement assez incroyable. Alors, ton fils finit par arriver quand même. Oui. Comment tu vis ça, cette rencontre? Est-ce que tu ressens la vague d'amour dont beaucoup parlent à ce moment-là, ou est-ce que ça vient plus tard? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? C'est vrai que c'est très étrange, parce qu'on a l'impression de rencontrer quelqu'un qu'on est censé connaître mais qu'on ne connaît pas. Oui. Du coup, c'était très très fort, et puis d'entendre son cri, de découvrir son visage, découvrir son petit corps tout frêle et de se dire mon Dieu, comment je vais m'occuper de cette crevette. Il était tout petit. Il était vraiment tout petit, il faisait 2 kg 9. À 3 semaines du terme, du coup forcément il était un peu plus petit. Bon, après il y a eu plus petit bébé forcément, mais c'est vrai que moi il me semblait vraiment tout petit. Oui, de toute façon ils sont tous tout petits, on est d'accord. Ça. Et moi j'ai toujours tenu très très fort à l'allaitement. Du coup c'était aussi cette première appropriation de mon propre corps en tant que mère allaitante, et de la recherche de mon fils du sein aussi, et puis de voir aussi mon chéri à côté, plein d'émotions. En fait, c'est vraiment un instant très fort, mais qui englobe toute la situation, tout le contexte, et pas uniquement la rencontre entre mon fils et moi. Ouais. C'est magique comme moment. C'est clair, c'est clairement intense. Ouais, c'est clairement intense. Donc t'as fait la tétée accueil, t'as choisi d'allaiter au sein. Oui. Comment ça s'est passé la mise en place? Et l'allaitement de manière générale, en fait. Quand il est sorti et qu'il a découvert pour la première fois, ça s'est fait tout seul en fait. Les sages-femmes m'ont bien accompagné, elles m'ont dit là laissez-le, il va aller chercher de lui-même. Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Moi, c'était comme si c'était naturel aussi en fait. J'ai pas ressenti de gêne ou de tiens c'est étrange de faire ça, ou ça a été assez inné finalement. Après du coup il a fait le pot à pot avec papa. Après c'est vrai que l'allaitement en fait, on manque d'accompagnement sur je trouve l'accompagnement à la grossesse, etc. Pour nous dire par exemple que on va avoir une montée de lait, que ça fait un petit peu mal quand même, que oui, ça peut, ouais. qu'on redécouvre notre corps de façon complètement différente. Après j'ai eu la chance de pas avoir trop de douleur, d'avoir une montée de lait vraiment assez rapide. Je crois que le lendemain j'avais déjà le colostrum qui sortait, et puis le surlendemain j'allaitais de façon tout à fait normale. Avec le lait, du lait après post-colostrum, quoi? Oui, quasi. Oui. En tout cas, quand je suis sortie de la maternité, ça a été très très rapide. Donc, chouette. Ouais. C'est rassurant. Je sais que quand la montée de lait tarde à venir, ça inquiète un peu tout le monde. Oui, puis surtout que l'accompagnement après en clinique est pas forcément adapté. Ça peut aussi décourager pas mal de mères. Je vois beaucoup de témoignages de mères qui disent du coup ils ont voulu absolument donner le biberon, ils ont voulu absolument, parce que du coup il y a comme une culpabilité aussi, je n'arrive pas moi-même à nourrir mon enfant, enfin c'est assez compliqué. Après je sais que par exemple la nuit ça m'est arrivé d'appeler une sage-femme en disant j'arrive pas, je comprends pas, ça marche pas, enfin voilà, c'est pas non plus tout rose, ça n'a pas été directement parfait, mais en tout cas je trouve que... Tu débutais en même temps. Voilà, je trouve que lui comme moi on s'est très bien débrouillé, en tout cas, pour ce premier allaitement au sein. Et de manière générale, à la maternité, ça s'est bien passé? Vous vous êtes senti bien accompagné? Ton mari a pu rester avec vous? Oui, on a eu de la chance parce qu'effectivement, il y a très peu, du coup, comme c'est une toute petite clinique, il y a très peu de chambres seules. Je crois qu'il y en a 3 ou 4.
Mais du coup, on a eu une chambre tous les deux. Il a pu effectivement rester avec moi tout ce temps-là. Donc c'est vrai que c'est d'un plus grand soutien, surtout qu'on a eu de la chance, heureusement, c'était avant la crise sanitaire. C'est un temps béni. Exactement. Du coup, oui, on a eu la chance du coup de pouvoir être tous les deux et de découvrir ça ensemble, de découvrir la joie des nuits dès le départ. T'as eu le droit à la nuit de la Java? Oui, évidemment. Pas évidemment, moi par exemple j'en ai pas eu. J'ai eu l'extrême chance de ne pas en avoir. Carrément, de pouvoir se reposer avant, c'est quand même un grand luxe. Ouais. Bon, l'avantage c'est que j'ai pu dormir quand on m'a mis la péridurale pendant peut-être 4-5 heures. Donc oui. Voilà, ça m'a permis de me reposer un peu avant de découvrir tout ça. Voilà. La fameuse... apparemment c'est assez incroyable cette première, deuxième ou troisième nuit. J'ai l'impression que ça dépend, comme pour tout, de toute façon, tout dépend des bébés et des mamans. Et alors, vous finissez par rentrer à la maison, les premiers mois avec bébé, ce changement de vie qui est quand même assez incroyable. Comment ça se passe? Comment tu le vis? Comment vous le vivez à trois? Comment vous arrivez à rééquilibrer tout ça? Parce que ça demande un apprentissage. Bref, comment ça se passe, quoi? Donc il est né en juillet, pendant l'année où il y avait quand même une bonne canicule. 2019 ? Oui. Ah oui, effectivement, ouais. Oui. Ouais, en fin de grossesse, j'ai eu des 48 degrés. Enfin bon, en tout cas, quand il est né, il faisait très très chaud. Et c'est vrai que chez nous, à l'étage, en tout cas, où il y a les chambres, c'est pas très bien isolé. Donc on a dormi en fait dans le salon, tous les trois sur le lit pendant les 2 premières semaines, vraiment. Et en fait, ça s'est prolongé puisqu'en fait, mon fils dort toujours avec moi à bientôt 3 ans. Ça a été des hauts et des bas parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup de l'accouchement. Que ça va être dur, etc. Mais en fait, moi, ce que j'ai vraiment le plus mal vécu, c'est la suite de couches, dont finalement personne nous parle. Je trouve que c'est un peu tabou. Oui. On manque d'informations là-dessus parce qu'effectivement, même moi qui m'intéressais vachement à la maternité, la parentalité, etc., j'étais pas du tout préparée à la suite de couches. Ça a été très rude. On est rentré un dimanche de la maternité, donc on n'a pas pu passer à la pharmacie. Prendre quelques médicaments pour calmer un peu les douleurs. Et effectivement, le lundi, j'ai demandé en pleurs à mon chéri d'aller absolument pitié à la pharmacie parce que j'avais extrêmement mal. Et comme en fait, on s'oublie un peu et qu'on s'occupe tellement de notre enfant qu'en fait, en fait, les premières 24 heures, je ressentais même pas la douleur, etc. Et c'est vraiment quand je suis arrivée dans mon cocon et que j'ai commencé à souffler et me dire voilà, on est à la maison, que j'ai vraiment ressenti les premières douleurs de suite de couches qui ont été assez rudes. C'est le souvenir que j'en ai en tout cas. Après, ça dure 2 semaines. C'est 2 semaines à tenir, mais... Ouais, physiquement, ça a été compliqué. Oui, physiquement, ça a été compliqué. Pourtant, j'ai accouché par voie basse. J'imagine même pas à quel point ça peut être compliqué quand on accouche par césarienne. Mais oui, moi, ce que j'ai le plus mal vécu, c'était vraiment la suite de couches et puis aussi les chutes d'hormones. Je pleurais régulièrement, mais pour aucune raison. En fait, j'avais des moments où j'étais super heureuse, des moments où j'étais au fond du gouffre, je ne sais même pas pourquoi. Donc ouais, c'était très étrange. Et puis se découvrir en tant que mère, c'est très étrange. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est assez incroyable. Je crois qu'on peut pas se préparer à ça. Non. C'est impossible. T'avais eu, toi, des déchirures, peut-être, c'est pour ça que t'avais autant mal? J'ai eu une déchirure. Effectivement, j'ai pas eu d'épisiotomie parce que le gynécologue considérait qu'il n'y avait pas besoin. Donc ça, merci. Parce que j'étais plutôt d'accord avec lui. Bon, effectivement, j'ai une déchirure, ce qui m'a fait un peu mal. Et puis, j'ai découvert la joie des hémorroïdes aussi, que je ne connaissais pas du tout. Ah ouais. Voilà. Apparemment, c'est assez fréquent. Ouais. C'est pareil, c'est le genre de choses dont on parle assez peu. Ouais. Alors moi, je suis pour la déparation de la parole. Bah oui, complètement.
justement, hein, j'aurais aimé entendre ça avant, que effectivement, on peut avoir des déchirures qui font mal, on peut avoir des hémorroïdes qui font mal, et puis il y a aussi cette angoisse de retourner aux toilettes ensuite, de redécouvrir son corps. Pendant 9 mois, des spécialistes ont passé leur temps à regarder, on a perdu toute pudeur, toute intimité avec soi-même, et c'est vrai que du coup, puis même en fait, ça suit aussi un peu après, puisqu'après avec l'allaitement, en tout cas au sein, ça on met un moment avant de se réapproprier notre corps dans sa pudeur, en fait. Je suis assez d'accord. Ouais. Ça peut être long. Ça peut être long et compliqué en plus. Je suis d'accord. T'es toujours dans la restauration à ce moment-là? Enfin, du coup, hors congé maternité, évidemment. Alors non, pas du tout. En fait, quand on s'est rencontrés avec mon conjoint, donc j'étais serveuse. Et ensuite, j'ai commencé une formation en licence professionnelle en gestion de projets et de structures artistiques et culturelles en alternance. Okay. Donc en fait, pendant 1 an, j'habitais à moitié avec mon conjoint, à moitié avec ma meilleure amie à Chambéry. Donc on a été pendant 1 an un peu séparés comme ça par alternance du coup. Donc en fait, après donc cette année en alternance où j'ai travaillé donc pendant 1 an en même temps dans un label de musique, ensuite j'ai été manager chargée de communication. Je m'appelais en fait un peu couteau suisse pour un groupe de musique. Pour un groupe de musique pendant à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'était super enrichissant et j'ai vraiment adoré travailler avec eux. Et donc quand j'ai appris ma grossesse et que je leur ai donc annoncé ma grossesse, tout naturellement en fait, sans vraiment qu'on se le dise, le groupe et moi, on a senti que effectivement ça y est, c'était la fin, que moi j'allais développer un nouveau bébé et que eux c'était temps pour eux de s'envoler aussi de leur côté. Et du coup voilà, en fait j'étais intermittente du spectacle quand je suis tombée enceinte et donc j'ai arrêté, je sais même pas trop à quelle période, mais un peu avant d'accoucher. Et puis ensuite j'ai gardé mon fils pendant 6 mois sans activité. Voilà. Ouais, en congé parental du coup ou même pas Même pas, en fait. C'est vrai que le statut d'intermittent sur ça, c'est quand même une chance, c'est qu'on a une sécurité financière par Pôle emploi tous les mois. Donc même sans travailler. Okay. Ce qui fait que du coup, je pouvais me permettre de garder mon fils 6 mois à la maison sans travailler. Ça c'est cool parce que bon, l'indemnisation du congé parental est quand même... Voilà, c'est petit 400 € et encore 400, c'est pour arrondir au supérieur. Ouais, non, c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Ouais. On a encore des évolutions à faire, même si ça évolue un peu hein, avec le congé paternité 1 mois. Voilà, on a des petites avancées. Mais voilà. C'est vrai que du coup, en 2020, fin 2019, congé paternité est encore à 14 jours en incluant le congé de naissance de 3 jours. Exactement. Donc le congé paternité est à 11 jours. Ouais. Donc oui, sacré avancée, mais bon, je ne pourrai jamais m'empêcher de dire que ce n'est pas encore assez. Non, ça on est complètement d'accord. Et alors, quand et comment te vient cette idée du concept du petit gigoteur? Bah déjà, quel concept du petit gigoteur? En fait, quand j'étais, pour aller vraiment à la base, quand j'étais enceinte, j'avais découvert sur Internet, je sais pas par quel hasard, qu'il existait ce qu'on appelle des rallonges de body. Donc un petit accessoire qu'on va clipser sur un body pour allonger son temps de vie. Et j'ai trouvé ça complètement ingénieux. Ouais. Mais après, surtout quand on voit certaines longueurs de vie de body qui sont hallucinantes. C'est clair. Et du coup, voilà, j'avais vu ça et puis j'avais complètement oublié ensuite. Et pendant le premier confinement, donc, on revient du coup enfin à cette fameuse période. Donc j'avais plus d'emploi, mon fils donc était rentré en crèche. Et voilà, je cherchais un petit peu ce que j'aimerais faire. Et puis, je voulais acheter des bodys à mon fils. Et je me suis rappelé que j'avais vu ces rallonges de body. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais tester, je vais acheter ça. Et en fait, j'en trouvais que sur des sites un peu douteux et aux éthiques douteuses, provenant de Chine. Et effectivement, quand je regardais les avis
des clients, c'était toujours c'est pas du tout compatible avec les body européens, c'était de médiocre qualité, ou enfin voilà. Et donc j'ai cherché à en acheter en France. Je regardais un petit peu qui faisait ça en France, ou au moins en Europe. J'en ai trouvé un peu en Europe, mais avec les frais de port, enfin voilà. Et je me suis dit je vais essayer d'en faire faire moi-même une rallonge de body, voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai réfléchi à ça, je me suis dit mais pourquoi personne ne fait ça en France, parce que c'est quand même un accessoire vraiment ingénieux et pratique, économique, écologique. Pourquoi ne pas essayer de créer ça en fait? À l'époque, tu savais coudre? Non, pas du tout. Alors pas du tout. Voilà, il faut savoir que ma grand-mère est couturière, j'ai une cousine couturière, mais alors moi, je ne savais pas. Si, j'avais cousu une robe à l'époque quand j'étais petite pour m'amuser avec la première machine à coudre que ma mère m'a offerte, que j'ai utilisée d'ailleurs juste pour coudre une robe, parce qu'elle était vraiment de mauvaise qualité, elle m'a un peu dégoûtée de la couture, non, je ne savais pas du tout coudre. Et donc j'ai récupéré comme ça dans le placard un vieux t-shirt de mon chéri en coton, j'avais trouvé des chutes de wax chez moi. Et c'est parti, j'ai cousu ma première rallonge de body, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est devenu obsessionnel. Vraiment, je pensais à ça non-stop. Je me demandais comment je peux développer ça. Puis après, j'ai eu l'idée j'ai utilisé des chutes de tissu. Ça serait bien que je trouve plutôt des chutes de tissu, parce que c'est des toutes petites pièces, plutôt que d'acheter des longs métrages de tissu neuf. Pourquoi ne pas utiliser des chutes de tissu de créateurs, ou je sais pas. Enfin, du coup, j'ai eu l'idée du projet en mars. Et de mars à septembre, donc quand même sur une longue période, j'ai uniquement développé dans l'ombre ce projet, toute seule. Ouais. Voilà. En septembre, j'ai lancé ma campagne Ulule, donc j'ai vraiment consacré l'été, on va dire, au lancement de ma campagne Ulule. Mais de mars à début d'été, j'ai vraiment peaufiné un peu le projet. Et puis à ce moment-là aussi, j'étais très très friande de podcasts sur l'entrepreneuriat. Du coup, je passais des heures, parce que j'avais déjà... Alors, je refais un truc en arrière, mais on avait acheté à l'époque avec mon conjoint une petite caravane, parce que comme j'étais intermittente, que je travaillais sur ordinateur, je passais la plupart de mon temps à la maison à travailler sur mon ordinateur, et en fait je commençais à avoir du mal à avoir un lieu de vie qui est aussi un lieu de travail. Et du coup, à séparer les deux. Et donc, on avait acheté une petite caravane pour me faire un bureau, en fait. Donc, j'avais déjà marrant. C'est original comme idée. Ouais. Et du coup, j'avais déjà cette petite caravane. Et donc, je passais des heures à juste couper du tissu en forme de rallonge, et en écoutant des podcasts d'entrepreneuriat, prendre des notes, à développer un petit peu mon projet, voir... dans quel sens il ira, et surtout à essayer de le développer de façon la plus éco-responsable possible, parce que c'était justement ce qui me manquait, moi, en tant que consommatrice, pour en acheter. C'est que je n'en trouvais pas un minimum éco-responsable, et que voilà, je me disais, en fait, c'est aussi un besoin de développer ça, parce que même moi, en tant que consommatrice en général, maintenant, j'essaye de me diriger plutôt vers du local, ou vers quelque chose de plus de plus durable ou plus éco-responsable. Oui, t'as créé ce qui te manquait en fait. Exactement. Et en le créant, je me suis dit, si ça me manque, ça doit manquer certainement à d'autres personnes également. Ça, c'est sûr. Voilà. Et comment tu t'es fait connaître? Enfin, comment t'as fait connaître ton concept? Seulement grâce à Ulule, ou... Oui. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que sur Ulule, mon projet a pris bien plus que ce que j'imaginais. Il y a eu, je crois que j'ai fait 280% de l'objectif, quelque chose comme ça. Et en fait, là où j'ai eu énormément de chance, c'est qu'il y a une influenceuse, je sais pas quel terme utiliser, voilà, pour ne pas... mais qui a vu mon projet sur Ulule et qui l'a partagé. C'est Ellie Killeuse. D'accord. Et qui, du coup, l'a partagé spontanément, comme ça, sur son compte Instagram. Et puis d'un coup, je comprenais pas, je voyais que j'avais plein de précommandes, et je savais pas d'où ça venait, quoi. Jusqu'à ce que je me connecte sur Instagram et que je vois ça, je me dis, mais incroyable. Elle se baladait sur Ulule, elle est tombée dessus, et puis elle a partagé spontanément. Et en fait, elle se rend pas compte, mais elle a clairement aidé à faire décoller mon projet
de cette façon-là aussi, quoi. Ben merci à elle parce qu'il est cool ton projet. Merci. Alors j'ai plus de bébé avec Body, mais si j'avais connu ça avant, je pense que j'aurais été cliente, oui. Ouais, non, j'ai eu beaucoup de chance sur le lancement dès le départ. Et puis c'est vrai que mon expérience en tant que chargée de communication, etc. pour un groupe de musique, ouais, ça aide. et de mes études en audiovisuel et dans le spectacle vivant m'ont aidé à vraiment trouver la bonne façon de communiquer et de faire connaître mon produit, parce que c'était vraiment ça la difficulté de base, c'est que c'est un produit qui existait mais qui était méconnu, ou justement qui a eu des très mauvaises expériences auparavant chez les consommateurs. Donc en fait voilà, j'ai dû vraiment trouver la façon de faire découvrir ce projet et ce produit aux personnes qui ne connaissent pas du tout, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, t'as ton entreprise qui doit quand même te prendre un certain temps. Parce qu'en plus, maintenant, en plus des rallonges de body, j'ai vu qu'il y avait des bodys évolutifs et des bavoirs qui sont... D'ailleurs, j'étais sur le site tout à l'heure, j'ai vu un bavoir, il est trop mignon. C'est pas permis de faire des trucs aussi mignons. Et donc, tu as ton entreprise, tu as un boulot en restauration. Oui. Et ta vie de famille. Ouais. Et si t'arrives à trouver du temps pour toi là-dedans, t'arrives à t'en sortir. C'est compliqué. J'avoue que c'est très compliqué. En fait, donc j'ai lancé donc les rallonges de body en septembre 2019. Je suis restée plus d'1 an en monoproduit parce que voilà, je voulais vraiment faire découvrir ma marque par ce produit-là. Et en janvier de cette année, j'ai eu d'un coup le déclic de me dire mais pourquoi je ferais pas des body évolutifs, puisque la plupart des gens, la question qui revenait le plus sur mes rallonges, c'est oui, mais du coup, quand on met une rallonge, le body, il a une manche trop courte, non sur les... Voilà. Et du coup, je me suis dit, j'ai qu'à faire un body avec des manches qui se déplient, donc des manches plus longues. Et donc, pareil, c'est devenu obsessionnel, comme pour les rallonges. Donc, c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça que je dois faire. Sauf que je me suis donné le défi fou de créer ma campagne Ulule en 1 mois. Attends, t'as refait une campagne pour ce nouveau produit ? Okay. Oui, parce que en fait, ce que j'apprécie beaucoup avec Ulule, c'est que déjà, ça permet de faire découvrir à d'autres personnes, parce qu'il y a aussi des gens qui se baladent sur Ulule pour voir un petit peu les projets. Et en fait, pour moi, le gros avantage d'une campagne Ulule, c'est qu'on est obligé de voir le projet dans sa globalité avant même de le lancer. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on lance juste un produit comme ça dans sa boutique, c'est-à-dire que là on est obligé de faire un business plan, et puis ça permet aussi de savoir un petit peu combien de personnes seraient intéressées par le produit. Oui. Voilà, donc moi j'avais prévu de faire une 60aine de préventes. J'ai fait 250 préventes. Donc, donc clairement c'est un besoin. Ouais, aussi. Ça a été très très intense du coup le mois d'après, donc j'ai eu un mois de retard sur la production parce que je couds toute seule dans ma petite caravane. Du coup ça a été intense. À mi-temps du coup ? Non, à ce moment-là du coup j'avais pas encore pris mon mi-temps. D'accord. Pourquoi j'ai pris oui, c'est très récent. En fait, j'ai pris un mi-temps, ça a commencé fin mars, je crois, avril, mai. Je confonds mars et mai. Fin mai. Non, fin mars. Enfin bon, voilà. Fin mai, c'était il y a 10 jours. Donc c'était fin mars, effectivement. J'ai pris un mi-temps parce qu'en fait, mon conjoint était en CDI jusque-là. Et il a décidé de se reconvertir, de se lancer aussi entrepreneur. Et donc, il est en formation pendant 1 an pour devenir masseur, à mon grand plaisir. Tu m'étonnes, voilà. Ça, c'est le bon plan. Ah, c'est super. Donc voilà, en fait, par sécurité financière, j'ai décidé de prendre un mi-temps parce que j'arrive enfin à me payer avec le petit gigoteur, mais d'expérience par rapport à l'an dernier, je sais que la période d'été est beaucoup plus calme sur la vente en ligne parce qu'effectivement les gens partent en vacances. Voilà, le mode de consommation est complètement différent. Ça va être plutôt des restaurants ou des boutiques physiques, etc. Et donc je me suis dit voilà, par sécurité, je vais reprendre un mi-temps dans le service pour l'été. Histoire de sécuriser nos arrières, et aussi parce que c'est un métier que j'adore. Au-delà de ça, j'ai fait beaucoup de services plus jeunes. Là, ça faisait peut-être 4-5 ans que j'avais pas servi.
et j'adore ça en fait, donc voilà, du coup j'ai pris ce mi-temps à côté, mais du coup ce qui fait qu'en ce moment effectivement j'ai une vie très intense, voilà, entre les deux travails. Pour en revenir un petit peu à la partie perso et pas pro de l'épisode, enfin de ton histoire plutôt. Euh, Là, ton fils va avoir 3 ans, tu me disais. La petite enfance, pour toi, c'est un chouette passage ou t'as hâte qu'il grandisse? J'adore chaque étape de son développement, et à chaque fois je suis déjà nostalgique de quand ça va passer. Je sais pas comment Ah oui? expliquer. Par exemple, là actuellement, je suis nostalgique des moments où j'allaitais, même si j'ai pas envie d'allaiter maintenant, hein. Mais ça me rend nostalgique de me dire, est-ce que je vais revivre ça un jour ou pas, Ouais. avec un deuxième enfant et je trouve que chaque étape comme ça, là par exemple en ce moment c'est une pipelette, mon fils il parle énormément avec sa petite voix comme ça, et à chaque fois je me dis mon Dieu, il faut que je l'enregistre absolument parce que je vais oublier tout ça, c'est fou. Et du coup en fait je vis à la fois dans le futur de oh je vais oublier les instants présents, et à la fois dans le passé de oh c'était bien aussi à cette époque-là, en essayant de vivre tout à l'instant présent. Donc non, j'adore aussi chaque période du développement, et puis je considère qu'on peut pas vraiment avoir hâte de découvrir ensuite, puisque on sait pas du tout à quoi ça ressemble, en tout cas quand on n'a pas eu un autre enfant avant. C'est clair. Après j'ai des petites sœurs et des petits frères qui sont beaucoup beaucoup plus jeunes que moi, on a une grosse différence d'âge, ce qui fait que je vois un petit peu ce que c'est. Ma sœur par exemple a 11 ans, donc je vois un petit peu Ouais, ouais, vous avez un peu de différence d'âge, ouais. c'est ça, Mm. mais Tu l'as juste à vu travers toute ça. petite, C'est oui. ça. Et c'est pas le même. Non, c'est pas le C'est même sûr que c'est rapport. pas le même rôle, c'est pas le Mm, même rapport, mais exactement. effectivement. Et comment est-ce que tu vas, toi, aujourd'hui? Ah, Et c'est une de mes ça c'est questions une question. rituelles, je trouve Mais non, mais c'est bien importante. parce que de la poser en plus à ce stade là de la discussion, ça force à être sincère. Tu sais, c'est pas comme les salut, ça va? Bah oui, et toi? Non. Voilà. Alors, il y a des hauts et des bas. Euh, J'essaye en ce moment d'analyser justement ces hauts et ces bas, parce que j'ai l'impression que depuis justement toute cette période de maternité, de grossesse, de début de maternité, etc., j'essaye de me concentrer beaucoup plus sur mes cycles menstruels. Et je me Ah rends oui? compte qu'effectivement, mes hauts et mes bas sont très très liés à mes cycles. Donc j'essaye de me pencher un peu plus dessus et d'analyser, et d'ailleurs même d'adapter mon emploi du temps à mes cycles, parce que je sais que par exemple en période prémenstruelle, je vais être très fatiguée, démoralisée, et j'aurai pas envie Mm. de faire grand chose. Donc je m'inflige pas, par exemple à ce moment-là, pour le petit gigoteur, de lancer un nouveau produit, ou enfin voilà, j'essaie de vraiment adapter. Ouais, c'est génial si on pouvait toutes faire ça. Ouais, en fait je trouve ça vraiment intéressant de s'y pencher, parce que surtout après avoir vécu l'hormone de grossesse, l'hormone post-accouchement, etc., Ouais. les hormones, les sautes du beurre, etc., c'est vrai que je m'en rends beaucoup plus compte maintenant. Et du coup, effectivement, il y a des jours où ça va, mais il y a des jours où ça va pas. Mais je m'autorise à ne pas aller, et mon chéri, justement, on avait cette discussion il y a pas longtemps, me disait que même lui, il essaye maintenant de vraiment me poser la question de façon sincère, est-ce que tu vas bien? Et d'analyser vraiment ma réponse, et d'être là et de le sentir quand je vais pas bien, parce qu'effectivement en ce moment en termes de je suis un petit peu pas au bord du burn-out, mais finalement pas très loin sur mon propre travail, et je C'est trouve assez ça intense, malheureux hein, tout parce ce que tu fais. exactement. Mm. Donc en fait j'essaye de me ménager, et je sais que j'ai des clients et une communauté qui est très très bienveillante et patiente. Par exemple, avant, quand j'avais une commande, il fallait absolument que je l'envoie le jour même ou le lendemain, sinon j'étais pas bien. Maintenant, je sais que si je l'envoie 3 jours après, 4 jours après, c'est pas un drame. Et malgré ça, les gens C'est sont clair. contents. Et malgré ça, ils me disent que ça a été rapide. Et voilà, en fait, je me mettais une pression supérieure
d'un début de lancement d'entreprise. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ma propre entreprise a beaucoup impacté ma propre santé mentale, mais dans le bien comme dans le mal, parce que ça m'anime énormément. Et en même temps, il y a des fois où voilà, ça va moins bien, ou quand je vais avoir la moindre petite remarque d'un client, ça va me toucher forcément, parce que c'est mon bébé en fait. C'est mon deuxième bébé. Du coup. Ouais. Ouais. Voilà. Et aussi en termes de charge mentale, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait beaucoup. Ouais. Parce qu'en plus, il faut savoir que j'ai un enfant de bientôt 3 ans qui ne fait pas ses nuits. Et du coup, voilà, il y a aussi la fatigue, tout ça, quoi. Depuis toujours ou après, suite à une régression Depuis toujours, mais on va dire toujours en régression. Depuis sa naissance, il est en régression, donc c'est un peu compliqué. Ouais, donc double travail, vie de famille et pas de nuit. Je compatis très très fortement. C'est assez intense. Ouais, j'imagine. Tu parlais de ta communauté. Tu parles un petit peu de ta maternité sur les réseaux? Pas trop. Pas trop parce qu'en fait, j'ai l'impression que maintenant, parler de maternité sur les réseaux, c'est devenu très complexe. C'est-à-dire qu'il y a l'image de la mère parfaite qui va complexer certains. Il y a l'image de la mère sincère, mais qui du coup, sincère dans sa façon d'élever son enfant, etc., qui va dire un petit peu aussi ce qu'elle fait d'un peu autrement, etc., qui va du coup prendre des critiques, etc. Du coup, je trouve ça très très complexe de parler maternité maintenant sur les réseaux. Du coup, je laisse ce travail à d'autres qui le font très bien. Mais moi, du coup, effectivement, j'en parle pas vraiment. D'accord. C'est quoi tes projets pour la suite, autant pro que perso d'ailleurs? Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas. Il y a pas longtemps, justement, je me demandais quel est l'avenir du petit gigoteur, comment je vois le petit gigoteur dans 5 ans, dans 10 ans. Je sais pas vraiment. En fait, j'ai un tempérament, une personnalité qui fait que j'adore lancer des projets. Et c'est ce qui m'anime le plus. Donc en fait, quand je rentre dans une routine, c'est pour ça qu'effectivement j'ai attendu 1 an avant de lancer un autre projet. Mais comme ça me réanime vraiment dans mon entreprise. Du coup, je sais pas vraiment de quoi est fait demain. Après, j'ai d'autres projets professionnels, effectivement, pour l'avenir. Si un jour le petit gigoteur s'arrête, par exemple, ou voilà, j'ai plein d'idées. Je manque pas d'idées. Je pourrais ouvrir 50 entreprises différentes, je crois. Wow. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Chaque semaine, j'ai une nouvelle idée. Tiens, ça serait bien de lancer telle application. Tiens, ça serait bien de lancer tel lieu d'accueil. Tiens, ça serait bien de lancer... des trucs complètement différents. Ah oui. Toujours autour de la parentalité ou même rien à voir Pas forcément, non. Ça peut être très large. Après, effectivement, vu que moi-même, je suis actuellement dans la parentalité à 100%... dans ma vie privée, donc forcément c'est ce qui m'anime en ce moment, mais je sais pas quand mon fils grandira ce que ça sera. Donc voilà, c'est pour l'instant c'est un gros point d'interrogation, je ne sais pas, et en même temps j'ai pas peur. Je me dis que si le petit gigoteur devait s'arrêter, je lancerai un nouveau projet et c'est pas grave. Okay, et si ça évolue, c'est tant mieux, et voilà. C'est chouette d'avoir plein d'idées et être assez serein sur l'avenir comme ça, c'est... c'est ce que je préfère finalement, et disons que j'ai plein de rêves, et puis on verra si ça deviendra des projets ou pas. Mais je suis jeune encore, donc je me dis que voilà, j'ai le temps de... Oh, ça c'est clair. Ouais. J'ai le temps. Ouais, on a le temps de vivre 1000 vies encore. Exactement. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus comme ça, on vit de plus en plus 1000 vies, c'est fini la carrière unique depuis longtemps. Ouais, c'est clair. C'est aux anciennes générations, on leur laisse ça. C'est clair. Ouais. Alors, tu as découvert hier ou avant-hier que j'avais une question rituelle de fin de podcast qui est pas forcément facile. J'ai failli oublier de te l'envoyer. Et pourtant, je me serais retrouvée embêtée. Je pense aussi. Alors, je vais te la poser. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ça serait quoi?
Alors c'est très compliqué comme question. Parce qu'en C'était fait, un peu le but. bah oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait changer. Et en même temps, est-ce que ça changerait pas tout par effet papillon? Je dirais que là, enfin, en réfléchissant vraiment à la question, ce que je me suis dit, c'est que ce que je changerais, c'est les rapports humains. Parce qu'à la fois, il y en a des très beaux et très intenses. Et à la fois, je trouve qu'il y a beaucoup de haine, de malveillance, enfin de choses très... En fait, ça me dépasse complètement. Parce que moi, même avec une personne qui est désagréable, je me vois pas l'être également parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a un manque d'empathie ou je sais pas, Donc je dirais, voilà, ça, peut-être plus de bienveillance et de l'empathie. De bienveillance. Ouais. Je crois que c'est une réponse qu'on m'avait faite, ou plus d'amour, ça marche aussi. Bah, ça fait très bisounours, hein, mais c'est ce que je ressens réponse. Finalement au fond. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. De toute façon, généralement, je suis assez d'accord avec les réponses qu'on nous fait. Généralement, c'est plus de aimons-nous les uns les autres au final. Là, c'est ça. Et à bas le patriarcat et le capitalisme, j'ai beaucoup eu ça aussi. Complètement. Non, mais complètement, merci. Effectivement, j'avais pas pensé là comme ça. Mais de toute façon, il y aurait 1000 choses à changer. Hein. Il y a 1000 choses à changer. Oui. Mon premier épisode a commencé avec à bas le patriarcat. Non, à bas le capitalisme. Un des deux, je me rappelle plus. ça lançait le... l'un et l'autre, de toute façon, sont très justes. Oui. C'est très, très lié, je pense aussi. Bien, oui. Merci beaucoup, Betty. Mais je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir accueillie dans ton podcast. Je suis trop contente parce que je suis une grosse consommatrice de podcasts et avec très très grand plaisir. D'être invitée sur un podcast, c'est un grand honneur. Eh ben, je suis honorée que ce soit le mien que tu aies choisi parce qu'il y en a tellement. Ah ben c'est avec grand plaisir et puis en plus je suis très friande justement j'ai beaucoup écouté de podcasts sur la maternité, l'accouchement, les classiques Bliss, etc. Pendant des heures et des heures et des heures. Je les trouve importants dans ce qu'ils apportent et dans autant aux gens qui écoutent qu'aux gens qui en parlent, je trouve. Peut-être un jour j'y passerai aussi, mais pour l'instant je suis très bien derrière mon micro. Et tu le fais très bien. À bientôt. Merci beaucoup Manon. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. La maternité change la vie, je ne fais que le répéter, et donne des idées qu'on n'aurait jamais eues sans enfant, et parfois l'élan, le temps ou la place qui manquait pour les réaliser. Tu peux retrouver Betty sur son compte Insta, le petit gigoteur. Quant à moi, je t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast ainsi qu'un commentaire, ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!